La construction d'une charpente de plancher est une étape complexe de la construction d'une résidence. Le non-respect des étapes de construction risque de créer des faiblesses dans la charpente de la maison, ce qui peut conduire à l'affaissement des planchers. Il faut faire preuve d'attention et respecter toutes les étapes afin d'éviter des complications et des problèmes. La démonstration qui suit présente les différentes étapes de la construction d'une charpente de plancher résidentiel, y compris l'assemblage du puits de l'escalier. Elle débute une fois le décoffrage des fondations, l'hydrofugation et le remblayage réalisé. La lisse d'assise ou lisse basse est une pièce en bois de 2 pouces sur 6 pouces ou de 2 pouces sur 4 pouces fixée sur les fondations. Elle sert d'appui aux poutrelles et unit la structure du plancher aux fondations. En se reportant au plan de l'architecte, on détermine l'endroit exact où sera posée la lisse d'assise. Pour ce faire, on mesure l'épaisseur des éléments qui soutiennent la finition, c'est-à-dire le revêtement extérieur et son espace d'air, le sous-revêtement et la fourrure de bois. À l'aide d'un traçage, on marque la mesure de finition sur le dessus des fondations. On plante ensuite un clou à l'endroit où se situe la mesure. On fait de même aux autres coins. On tire un cordeau sur les clous. Puis, à l'aide d'un ruban à mesurer, on vérifie les diagonales. Si les diagonales ne sont pas égales, il faut apporter des corrections en déplaçant les clous. Enfin, on attache un cordeau à craie sur les clous, puis on trace la ligne sur le contour des fondations. On appuie la lisse d'assise contre les ancrages des fondations. À l'aide d'une équerre, on détermine l'emplacement des ancrages sur la lisse d'assise, puis on marque chacun des 2 traits. On mesure ensuite la distance allant du centre de l'ancrage à la ligne de craie qui correspond à la mesure de finition. Sur la lisse d'assise, on trace, au croisement des lignes d'équerre, une ligne qui correspond à la mesure de finition. Ces traits marquent l'emplacement des ancrages sur la lisse basse. On perce ensuite des trous dans la lisse d'assise aux endroits marqués indiquant l'emplacement de chaque ancrage. Ici, pour des boulons de 1/2 pouce de diamètre, on perce un trou de 5/8 de pouce. Ensuite, on installe un isolant souple et mince, nommé joint d'étanchéité, sur le contour des fondations. La lisse sera ainsi étanche et complètement imperméable à l'air. À cet effet, on utilise une garniture en mousse de polyéthylène ou de néoprène. Il faut agrafer le joint d'étanchéité sous la lisse avant de fixer celle-ci aux ancrages. On peut ensuite placer la lisse basse sur les fondations de façon que les ancrages s'y emboîtent. À l'aide de rondelles et d'écrous, on fixe la lisse en s'assurant qu'elle est bien appuyée sur les fondations. On peut achever la fixation à l'aide de clous à béton entre les ancrages et aux extrémités de la lisse. Il faut s'assurer que la lisse est appuyée partout. On vérifie le nivellement, idéalement à l'aide d'un niveau laser, puis on apporte des corrections sous la lisse au besoin. La portée entre les points d'appui d'un plancher est considérable. Une poutre de soutien doit donc être installée sous la partie centrale des planchers d'une résidence afin d'en assurer la solidité. Cette poutre doit répondre aux normes prescrites par le Code du bâtiment. Notamment, sa portée est calculée en fonction des différentes charges qu'elle doit supporter. Elle peut être faite d'acier, d'un seul morceau de bois ou composée. Dans cette démonstration, il s'agit d'une poutre composée. Sa fabrication consiste à assembler du bois de charpente. La poutre composée est constituée d'éléments de longueur prédéterminée que l'on fixe selon un ordre précis prescrit par le Code de la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Il faut d'abord calculer la portée de la poutre. Le calcul de la portée détermine le nombre d'éléments nécessaires à la fabrication de la poutre composée ainsi que leurs dimensions. Ici, la poutre mesure 20 pieds. Il faut donc 4 éléments de 10 pieds et 4 éléments de 12 pieds. On coupe les éléments. Après s'être installé sur une surface plane,
On assemble les éléments en respectant l'emplacement des joints. Il faut s'assurer de placer le côté convexe des éléments sur le dessus de la poutre. On les fixe à l'aide de clous de 3,5 pouces placés en quinconce tous les 18 pouces. Aux extrémités et dans les joints, on les fixe tous les 4 à 6 pouces. On marque le dessus de la poutre en vue de l'installation. On choisit une poutre apparente lorsqu'on souhaite intégrer la poutre au décor ou qu'on veut accélérer la construction. D'abord, on marque l'emplacement du centre de la poutre sur le mur des fondations à partir de l'extérieur. On installe un cordeau en vue d'ajuster temporairement la hauteur du poteau. On installe temporairement un poteau télescopique. On l'ajuste grossièrement à l'aide de la goupille de verrouillage, puis on ajuste la hauteur avec précision à l'aide de la tige d'ajustement filetée. Avec l'aide de plusieurs collègues, on dépose la poutre sur le poteau télescopique et dans les emplacements prévus à cette fin, réalisés lors de la coulée des fondations. On ajuste le poteau télescopique et on en fixe la plaque supérieure à la poutre. La poutre doit être à la même hauteur que le dessus de la lisse d'assises. L'appui minimal d'une poutre est de 3,5 pouces. Il faut réserver un espace de 1/2 pouce autour de la poutre afin de laisser circuler l'air et de traiter, au besoin, ses extrémités. Une fois le poteau de soutien grossièrement installé à l'aide du premier ajustement, il faut mettre la poutre de niveau. On plante un clou sur une arête de la poutre à chaque extrémité afin de mettre la poutre de niveau sur 2 axes. On tend un cordeau entre les clous. Celui-ci doit être bien tendu. On ajuste le dessus de la poutre à l'aide du cordeau et de la tige d'ajustement filetée. On repositionne le poteau afin qu'il soit de niveau sur la semelle de béton. À l'aide d'un niveau de menuisier, on s'assure que le poteau est d'équerre. Ensuite, on fixe solidement la plaque d'appui inférieure sur la semelle de béton. 1 ou 2 clous à béton suffisent, car la dalle de béton sera coulée par-dessus la semelle. On ajuste la position latérale de la poutre à l'aide d'un étaiement jusqu'à ce que l'espace entre la poutre et le cordeau soit le même sur toute la longueur. On retrouve différents types de poutrelles en construction résidentielle. Leur installation est assez simple et généralement semblable à la pose des solives traditionnelles. On localise le début du puits de l'escalier en prenant la mesure à partir de l'extérieur du mur des fondations. À partir du début du puits de l'escalier, on mesure la largeur brute du puits en se basant sur des calculs réalisés au préalable. Il faut ajouter un espace de 3/4 de pouce de chaque côté. Cet espace servira au fond de clouage. On trace un double trait et un double X sur la lisse d'assises. Il faut refaire ces étapes sur la poutre. Une fois l'emplacement du puits de l'escalier défini, on peut déterminer l'emplacement de chacune des poutrelles. On marque la première poutrelle à 16 pouces, moins la moitié de l'épaisseur de la poutrelle. Dans cet exemple, à partir de l'extrémité de la solive de rive, on mesure 14 pouces et 3/4 et on fait une marque. Puis, sur la lisse d'assises, on fait un trait et, à gauche, un X au 16 pouces ou au 12 pouces, selon la prescription de l'architecte. Ici, les poutrelles sont marquées au 16 pouces. On réalise les mêmes étapes sur la poutre. De l'autre côté de la poutre, afin de localiser l'emplacement de la première poutrelle sur la lisse d'assises, on trace un trait à 14 pouces et 3/4. On marque ensuite le X du côté droit du trait. Il faut maintenant calculer la longueur des poutrelles afin de les couper. Dans cet exemple, la portée est de 12 pieds 4 pouces et demi. On additionne à cette valeur la moitié de l'épaisseur de la poutre, ici, de 1/5/8 de pouce. Puis, on soustrait l'épaisseur de la solive de rive, soit 1 pouce et 1/8, et celle des composants de finition, soit 4 pouces et demi. La longueur des poutrelles sera donc de 12 pieds 1/2 pouce.
On coupe le nombre requis de poutrelles selon le marquage. Les poutrelles doivent être placées de façon qu'elles soient perpendiculaires à la solive de rive et par-dessus la poutre. Il faut prêter attention au sens des poutrelles. À l'aide de clous de 3,5 pouces, on fixe les poutrelles sur la solive de rive aux endroits marqués. On cloue ensuite les poutrelles sur la poutre aux endroits marqués. La poutre encastrée est fréquemment utilisée en construction, notamment parce qu'elle permet d'obtenir un plafond uni. À la différence de la poutre apparente, la poutre encastrée repose sur la lisse d'assises au lieu d'être glissée dans un emplacement prévu lors de la coulée des fondations. Les poutrelles sont alors fixées sur ses côtés à l'aide d'étriers. L'installation, l'ajustement et l'alignement de la poutre encastrée sont semblables à ceux de la poutre apparente. La différence est que, à partir de l'extérieur du mur des fondations, on marque l'emplacement du centre de la poutre sur la lisse d'assises plutôt que sur le mur des fondations. C'est également sur la lisse d'assises que l'on dépose la poutre. L'emplacement exact de la poutre est prédéterminé sur le plan de l'architecte. Les autres étapes sont les mêmes que celles de l'installation d'une poutre apparente. Dans le cas d'une poutre encastrée, les poutrelles doivent être plus courtes car elles s'appuient contre la poutre. Dans cet exemple, la longueur des poutrelles sera de 11 pieds 9 pouces et quart, soit la mesure de la portée, 12 pieds 4 pouces et demi, moins la moitié de l'épaisseur de la poutre, 1 pouce 5/8, moins l'épaisseur de la solive de rive, 1 pouce et 1/8, moins la mesure des éléments de finition, 4 pouces et demi. On coupe le nombre de poutrelles requis selon le marquage. Mesurer, marquer, puis couper le nombre de poutrelles requis. Dans le cas d'une poutre encastrée, la pose des poutrelles diffère un peu, car on doit les fixer à l'aide d'étriers. On fixe les étriers. Il faut s'assurer de placer la poutrelle dans le bon sens. On glisse la poutrelle dans l'étrier. On fixe la poutrelle sur la poutre. On cloue l'étrier dans la poutrelle. Puis, à l'aide de clous de 3,5 pouces, on fixe les poutrelles sur la lisse d'assises aux endroits marqués d'un trait et d'un X. On réalise les mêmes étapes pour toutes les poutrelles. À l'endroit où on a marqué l'emplacement du début et de la fin du puits d'escalier, on pose une poutrelle de chaque côté de l'ouverture. Ces poutrelles sont nommées première solive d'enchevêtrure. Une fois ces poutrelles installées, il faut terminer le traçage du puits de l'escalier. Sur les poutrelles, on positionne le fond de clouage qui permettra de réaliser la pose des chevêtres et la finition du puits de l'escalier. On situe l'emplacement du puits à partir de l'extérieur de la fondation en se basant sur le plan de l'architecte. À partir du centre du puits, on repère ses deux extrémités sur la poutrelle et on marque celle-ci à l'aide d'un trait et d'un double X. On marque l'autre poutrelle de la même façon. Sur la lisse d'assises, on mesure la distance entre les deux solives d'enchevêtrure. Cette mesure correspond à la longueur des chevêtres. On mesure, trace et coupe 4 pièces de cette longueur. Ce sont les chevêtres. À l'extérieur du puits de l'escalier, on installe le chevêtre à l'endroit marqué d'un double X. On procède de la même façon pour installer un chevêtre à l'autre extrémité du puits. À partir de la poutrelle qui précède la poutrelle posée au bord du puits, on marque, au 16 pouces, l'emplacement des poutrelles boiteuses sur les chevêtres. Puis, on mesure la longueur des poutrelles boiteuses de l'extérieur des chevêtres à l'intérieur de la solive de rive. On mesure, trace et coupe le nombre requis de poutrelles boiteuses selon le marquage au 16 pouces. À l'aide de clous de 3,5 pouces, on fixe les poutrelles boiteuses au chevêtre par l'intérieur du puits de l'escalier. On les cloue aussi à la lisse d'assises. Il faut doubler les deux premiers chevêtres par l'intérieur du puits d'escalier à l'aide des deux chevêtres restants. On les fixe alors à l'aide de clous. Il faut aussi doubler les poutrelles par l'extérieur du puits d'escalier en les fixant à l'aide de clous placés en quinconce. Elles deviennent alors
Des poutrelles jumelées. Il est souvent recommandé de solidifier les chevêtres et les poutrelles boiteuses à l'aide d'étriers simples ou doubles. La construction du puits d'escalier est terminée. On installe les murets. On mesure une longueur de solive de rive à partir de l'extérieur du plancher jusqu'au centre d'une poutrelle. On installe la solive de rive sur le côté extérieur de la lisse d'assises. La solive de rive est une pièce de bois qui ceint l'extérieur d'un plancher et qui permet de fixer les solives. On poursuit de la même façon sur toute la longueur du plancher. On cloue la solive de rive en angle dans la lisse d'assises. On met les coins de niveau. Il faut vérifier la mesure des 16 pouces centre à centre. On cloue les poutrelles. On place l'autre coin de niveau. On tire un cordeau sur la solive de rive, puis on ajuste en alignant la pièce. On procède de la même façon de l'autre côté avec les deux autres coins. Les liens continus servent à répartir la charge entre les poutrelles et à accroître la stabilité du plancher. Pour les installer, il faut se reporter au plan de montage du fournisseur. Il existe différentes méthodes de contreventement à l'aide de liens continus. En présence de membrures verticales, on peut y fixer directement les liens continus. En présence de membrures diagonales, on peut fixer les liens continus sur une pièce additionnelle fixée à la verticale ou clouer en biais l'arête des liens. Pour installer des liens continus, on glisse, à une extrémité du plancher, des pièces de 2 pouces sur 6 pouces dans les poutrelles ajourées aux endroits indiqués sur le plan. À l'autre extrémité, on glisse d'autres pièces de 2 pouces sur 6 pouces. Il faut disposer les pièces bout à bout. On mesure la pièce manquante. On procède à l'installation. On coupe 2 pièces de 48 pouces. On glisse ces pièces aux endroits où elles chevaucheront le joint entre deux liens. Les liens continus seront fixés lorsque le revêtement de plancher sera installé. Il faudra alors y accéder par le dessous du plancher. Le sous-revêtement est la première couche de matériaux posés sur les poutrelles. Généralement constitué de panneaux de contreplaqué à rainures et languettes de 48 pouces sur 96 pouces, il soutient les éléments de finition. Dans cet exemple, des panneaux de copeaux de bois sont utilisés. Pour guider la pose de la première rangée de panneaux de copeaux, on tire, à l'aide d'un cordeau à craie, une ligne perpendiculaire aux poutrelles à 48 pouces de la solive de rive. Parfois, l'ajout de 1/4 de pouce à la mesure de 48 pouces permet d'éviter de suivre les défauts de la solive de rive. Le premier panneau doit être placé du bon côté, la languette vers l'extérieur, afin que la partie rainurée du prochain panneau s'emboîte dans le premier. On l'aligne avec la ligne de craie. On fixe temporairement les coins du premier panneau sur les poutrelles à l'aide de vis à plancher. On dépose et on aligne les autres panneaux de la première rangée. À chaque panneau, il faut vérifier la mesure centre à 16 pouces. Cette étape permet de connaître l'endroit exact des poutrelles. Avant d'installer le dernier panneau de la première rangée, on prend la mesure de l'espace de plancher à couvrir à partir du bout du panneau. On coupe le panneau à la longueur voulue, ici, de 48 pouces. Lors de l'installation de ce dernier panneau, il ne faut pas le clouer aux dernières poutrelles extérieures. Aux 8 à 12 pouces, on fixe définitivement les panneaux de copeaux à la solive de rive et aux poutrelles à l'aide de vis à plancher. Il faut déposer le premier panneau de la deuxième rangée sur les poutrelles de façon à former un croisement de 4 pieds entre les panneaux. La partie rainurée du panneau doit être vis-à-vis de la languette du panneau de la première rangée. À l'aide d'une masse, on frappe une pièce de 2 pouces sur 4 pouces afin d'emboîter solidement les panneaux. Tous les 16 pouces, on fixe le demi-panneau aux poutrelles à l'aide de vis à plancher. Il faut s'assurer que les têtes de vis ne traversent pas le contreplaqué afin d'éviter des craquements au plancher. On poursuit l'installation de la deuxième rangée de panneaux.
Les joints doivent toujours être décalés d'au moins 4 pieds par rapport à la première rangée. Certains fabricants prescrivent de laisser un espace de 1/8 de pouce entre les panneaux afin que ceux-ci puissent prendre de l'expansion. D'autres prescrivent de coller les panneaux aux poutrelles à l'aide de colle à construction avant de les clouer ou de les visser. Le moment venu, on fixe le contreplaqué par-dessus l'ouverture du puits d'escalier pour une question de sécurité. Ce panneau sera coupé plus tard. On poursuit la pose du sous-revêtement de plancher en créant ce décalage au début de chaque nouvelle rangée de panneaux de contreplaqué. Enfin, on mesure, on trace et on coupe le dernier panneau de contreplaqué. Par la suite, on effectue la pose pour terminer le plancher. À partir de l'extérieur de la solive de rive, aux extrémités du plancher, on tire une ligne de craie parallèle aux poutrelles. On visse si le contreplaqué est trop court. On coupe le long de la ligne afin d'éliminer l'excédent des panneaux. On ajuste le muret avec le bord du contreplaqué. Il faut clouer les panneaux aux 4 pieds. On termine la fixation des panneaux à l'aide de vis à plancher aux 8 à 12 pouces, mais aux 6 pouces aux extrémités. Après avoir accédé au-dessous du plancher, on fixe le bas des liens continus selon la technique de contreventement prescrite par le fabricant. Il faut savoir qu'il existe d'autres méthodes permettant de solidifier le plancher, bien qu'elles ne soient pas présentées ici. Notamment, lorsque la construction est faite de pièces de 2 pouces sur 10 pouces en bois de charpente, on peut utiliser des croix de Saint-André faites de métal ou de retaille de bois. Les croix de Saint-André forment un X que l'on insère entre les poutrelles afin de les solidifier et de les empêcher de se déformer. On peut aussi remplacer les croix de Saint-André par des entretoises. La charpente de plancher est terminée.